Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette séquence justement concernant l'apport et le rôle que jouent les ingénieurs et chercheurs justement pour un avenir joyeux et on va dire agréable à vivre, hein. C'est comme ça qu'on s'inscrit dans cette table ronde. Pour ce qui me concerne, je le précise tout de suite, je suis engagée dans l'association des femmes ingénieurs. Donc évidemment, on est très sensible dans cette association. Vous pourrez retrouver sur un des stands à comment contribuer utilement avec du sens à la vie des uns et des autres. Et je vais tout de suite introduire cette table ronde en donnant la parole à chacun des trois panélistes qui vont se représenter en précisant leur structure d'appartenance et leur rôle de façon succincte, puisqu'après on refera un tour. Je vais vous passer la parole tout de suite. Donc, je suis Philippe Berland, je suis le dirigeant d'une start-up qui s'appelle Everdy. J'ai d'abord fait des études scientifiques au début de carrière, pas forcément par vocation, on pourra y revenir si vous voulez, oui. Mais parce que voilà, j'étais un bon élève et quand on était à l'époque bon élève, on avait plutôt tendance à faire des études scientifiques, de prépa, et donc j'ai fait une école d'ingénieur. Et après, j'ai fait une carrière dans tout un tas d'industries quand même centrées autour du textile, de l'industrie textile, de la mode, après avoir commencé d'abord par être ingénieur dans un cabinet de conseil. Voilà. Puis j'ai rejoint une entreprise textile et puis j'ai enchaîné les expériences dans le textile. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai pu accéder à cette magnifique start-up qui a une mission justement ancrée dans le futur et comment faire pour faire mieux et protéger la planète. Merci. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que le micro marche? Vraiment le coller. Sous le menton. Voilà. Sous le menton. Coller au menton. Bonjour, messieurs, dames. Oui. Je m'appelle Ludwig Klein, je suis astronome émérite à l'Observatoire de Paris. Émérite, ça veut dire retraité, mais je continue à travailler, à faire de la recherche, et quand on est émérite, on a plus de temps à faire de la recherche qu'avant parce qu'on a moins d'obligations administratives. Donc, j'ai fait mes études à l'université de Bonn en Allemagne. J'ai été intéressé à l'astronomie ou fasciné par l'astronomie par une émission à la télé quand j'avais 15-16 ans. Et j'ai été intéressé à la physique solaire par un enseignant particulièrement intéressant, je trouvais, à cette époque-là. Après l'université de Bonn, je suis venu ici à Meudon pour travailler à l'observatoire de Meudon. Et donc, j'y ai travaillé jusqu'il y a une bonne année. Je me sens un peu bizarre ici en tant que héros qui va sauver votre planète parce que on peut se demander en quoi l'astrophysique sauvera la planète, mais je pense quand même que je peux dire dans la suite de la discussion quelques mots sur le fait que la recherche fondamentale est quelque chose de nécessaire pour la vie humaine et j'espère qu'on y arrivera. Merci. Donc, troisième intervenant. Bonjour à tous, donc, je suis Théophile Carilla, cofondateur de Horus Energy, qui est une start-up qui a pour but de faire fermer les dernières centrales thermiques en France et dans le monde idéalement. Donc j'ai une formation d'ingénieur également, et un petit peu comme Philippe, je suis parti sur ces études d'ingénieur parce que j'étais plutôt bon élève et que c'était la carrière, le choix d'études qui ouvrait le plus de portes. Et ensuite, donc en école d'ingénieur à Toulouse, j'ai compris ou décidé que je voulais lancer mon entreprise pour prendre un projet à pleine main. Et du coup, j'ai lancé Horus Energy avec deux amis en fin d'études. Et donc Horus Energy, c'est très rapidement, le but, c'est de faire fermer les dernières centrales à gaz qu'on utilise en fait au moment des pics de consommation électrique. Donc en France, on consomme plus d'électricité à 8 h du matin et à 18 h le soir
qu'à 14 h de l'après-midi, par exemple. Et du coup, à ces moments-là, on doit monter la production électrique pour assurer cette consommation électrique. Et le seul moyen de monter cette production électrique, c'est d'allumer les centrales à gaz, centrales charbon. Et du coup, notre métier à nous, c'est d'essayer de décaler la consommation électrique pour faire baisser les pointes de consommation et éviter d'allumer ces centrales-là. Et donc, typiquement, on a des clients comme Ikea, La Poste Immobilier, et on vient agir sur leur chauffage, leur climatisation, pour baisser le chauffage à 8 h du matin à 18 h du soir, le décaler à d'autres moments, tout en gardant les conditions de confort dans le bâtiment pour ne pas impacter les usagers. Voilà, ce qui permet donc d'éviter l'allumage de ces centrales à ces heures-là. Très bien. Je vais revenir donc à Philippe Verland pour son activité. Expliquer peut-être un peu plus dans le détail effectivement comment la société a été créée, sur quoi ça se base, parce que il y a en tout cas une invention, une innovation, de la recherche vraiment importante au départ. Donc d'expliquer en quoi ça consiste et l'impact effectivement sur le sujet du jour qui est sauver la planète entre guillemets. Voilà, alors peut-être pour expliquer ce que fait Everdy, il faut d'abord expliquer ce qu'est le problème aujourd'hui. Le problème est que l'industrie de la teinture textile est une industrie extrêmement polluante, à la fois pour l'empreinte carbone qu'elle génère, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie, et également parce qu'elle pollue les eaux. Grosso modo, les deux chiffres qu'il faut retenir là-dessus, c'est que la teinture textile dans l'industrie mondiale, c'est 20% de la pollution des eaux mondiales et c'est 5% de l'empreinte carbone. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce sont des enjeux absolument considérables. Et pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, les procédés conventionnels de teinture sont basés sur des principes chimiques qui sont très, très gourmands en énergie, demandent beaucoup de chaleur. Il faut activer la réaction chimique parce qu'elle n'est pas spontanée. Je ne vais pas rentrer dans le détail trop technique. Voilà, il faut aider la réaction pour qu'elle se passe. Vous mettez le colorant, le pigment et le tissu. Vous mettez de l'eau et il faut booster, il faut doper la réaction en mettant beaucoup de chaleur, d'énergie et en mettant des produits chimiques extrêmement toxiques pour activer la réaction. Voilà. C'est à ce prix-là qu'on teint un textile aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'énergie parce qu'on chauffe. C'est très long parce que c'est pas facile et on met des produits toxiques qui restent dans l'eau de teinture et qui sont cette eau de teinture, le bain de teinture, il est relâché après la teinture. Malheureusement, vous le savez, la teinture elle a lieu partout dans le monde, en particulier dans des pays qui sont pas très exigeants dans le retraitement des eaux et du coup cette eau extrêmement toxique, elle part dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les océans. Voilà, c'est ça qui fait que cette industrie aujourd'hui est extrêmement dommageable pour la planète. Et Everdy, c'est une entreprise qui a développé un nouveau procédé breveté qui change complètement la donne au niveau scientifique, au niveau de ce qui se passe dans la réaction chimique et qui fait que potentiellement, si on arrive à développer l'entreprise, on va résoudre le problème. Pourquoi? Parce que la réaction chimique qui va avoir lieu avec notre produit est une réaction chimique d'un autre ordre qui est plutôt d'ordre magnétique. Donc notre pigment va s'attacher comme un aimant sur la fibre. Et puis, quand on va sécher le tissu après, elle va se polymériser, cette molécule, et elle va s'attacher fortement à la fibre. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail, mais grosso modo, ça veut dire qu'on peut teindre sans chauffer. Ça veut dire que vous ne consommez beaucoup moins d'énergie, à peu près 80 à 90% d'énergie en moins. Et en plus, l'eau qui va ressortir, elle est propre. C'est-à-dire qu'elle va contenir un peu de notre molécule peut-être, mais notre molécule, comme elle est composée de nanocellulose, la nanocellulose, pour tout le monde, on en a énormément autour de nous. La nanocellulose, c'est ce qui constitue la matière végétale. Donc autant vous dire que c'est un produit qui existe dans la nature et qui n'est absolument pas toxique. Plus des oxydes de fer qui font la couleur, et ces deux choses-là sont des choses qui sont des produits naturels. Voilà. Donc là, notre synthèse, elle est propre, et du coup, vous avez une résolution, grosso modo, du problème. Alors évidemment, ce n'est pas aussi simple parce qu'il faut, on est dans une phase de développement encore, de recherche pour couvrir tous les cas, donc toutes les fibres, parce que vous avez tout un tas de fibres textiles, le coton, mais aussi le polyester, des fibres synthétiques, et il faut régler la molécule, si j'ose dire, pour chaque cas, et chaque couleur est un cas aussi particulier. Donc il y a du travail de recherche de R&D. Cette idée, elle est venue à Amira, qui est
la personne qui a inventé le procédé, c'est une jeune femme docteur en chimie des matériaux, donc une scientifique, qui a, lors de sa thèse, elle travaillait sur une thèse, un projet qui voulait développer un tissu qui aurait protégé les soldats d'attaques bactériologiques. Elle travaillait pour l'OTAN. Voilà, c'était une thèse qu'elle faisait avec l'OTAN, donc voilà, pour éviter que les bactéries puissent attaquer et tuer les soldats. Un peu glauque comme sujet, mais en travaillant là-dessus, elle est arrivée à trouver un procédé qui effectivement tuait les bactéries, mais en contre, le pendant, le mauvais côté de son invention, c'est que le tissu changeait de couleur. Alors elle n'avait pas compris au début que le changement de teinte pouvait donner une autre application de son invention, et du coup le résultat de la thèse était en fait moyen. Donc c'est ce qu'on appelle la sérendipité. Voilà, la serendipity en anglais, c'est j'invente quelque chose un peu par hasard, parce que je ne sais pas ça que je cherchais, mais j'ai inventé autre chose. Voilà, c'est ça qui lui est arrivé, et sur la base de cette invention, elle a fondé l'entreprise, et que j'ai rejoint il y a maintenant 8 mois. Voilà. Très bien. D'ailleurs, j'étais en train de penser pendant que vous parliez à la sérendipité. Donc, vous avez vous-même prononcé le nom, puisque j'ai été ce matin, juste avant de venir, en train d'écouter un petit bout d'une émission scientifique, justement sur le traitement des polluants éternels. Vous avez certainement entendu parler des PFAS, donc polluants éternels. Et il y a une scientifique, justement, en étudiant l'extraction du fluor d'un minerai qui donne donc le fluor, a découvert quelque chose qui pourrait donner une solution, alors peut-être pas pour traiter tous les polluants éternels, mais en tout cas pour mieux comprendre ce qui peut influer sur le fait de casser les molécules qui contiennent justement le fluor notamment, qui est imbriqué dans ces polluants éternels. Donc c'est vraiment important, j'insiste là-dessus, sur le fait que quand on cherche, eh bien on ne trouve pas forcément ce qu'on imaginait au départ, mais peut-être quelque chose d'autre. Il y a des exemples célèbres avec micro-ondes, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais merci pour cette illustration. Je vais repasser la parole donc à Karl Ludwig sur justement le fond de la question qu'il traite, hein, donc la physique solaire et donc les applications très concrètes, contrairement à ce qu'on pourrait croire peut-être. Oui, donc mon sujet de recherche n'a rien à voir avec une amélioration de la vie quotidienne. Mon sujet de recherche a beaucoup de choses à voir avec la physique fondamentale. Quelles sont les lois de la nature qui gouvernent ce qui est l'univers dans lequel nous vivons? Et un de mes sujets est la question de savoir comment au Soleil on accélère des électrons et des protons à des hautes énergies. Je ne suis pas sûr que vous vous posiez la question tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Alors, le problème en soi est intéressant quand on compare un peu avec un piéton qui a une vitesse moyenne de 4 km/h et une particule de haute énergie, ça serait le sprinter qui fait les 100 mètres en 10 secondes. Il a une énergie à peu près 80 fois plus grande que le piéton moyen. Donc, il y arrive par différents moyens, entraînement, une certaine façon de vivre, etc. Alors, quand on compare les particules de haute énergie que le Soleil, par exemple, est capable d'accélérer avec l'énergie moyenne des particules dans le Soleil, ce n'est pas un facteur 80, mais c'est un facteur 1 million. Donc, on trouve dans la nature des électrons, des protons qui sont beaucoup plus rapides que les particules dans l'atmosphère solaire ou dans des atmosphères stellaires. Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est un problème de physique fondamentale. On essaye de voir avec des instruments qui sont des instruments au sol, comme des instruments que nous avons à Meudon, mais beaucoup plus à l'extérieur de Meudon, par exemple à l'Observatoire radioastronomique de Nancy. Des compteurs de particules que nous avons dans les îles Kerguelen et à Terra Delhi en Antarctique, ou bien des satellites qui sont dans l'espace. Nous utilisons ces données pour comprendre ce problème et comprendre les mécanismes physiques. Donc, nous faisons certains progrès
Et c'est comme ça que j'avais conçu mon activité professionnelle en disant je m'y intéresse et de temps en temps on se demande évidemment pourquoi est-ce que la société devrait payer cela? Pourquoi vous, en tant que contribuable, devriez payer cela? Et ma réponse, qui est peut-être pour calmer ma mauvaise conscience, est que l'humanité a un intérêt à connaître les lois physiques qui l'entourent parce que c'est seulement basé sur cette connaissance-là qu'on est capable de gérer notre vie, notre technologie. Et une petite illustration de ça est venue très tard dans ma carrière professionnelle parce que les particules d'haute énergie qui viennent de l'univers et parfois du Soleil entrent dans l'atmosphère de la Terre et créent des particules secondaires et créent ce qu'on appelle du rayonnement ionisant. Et le personnel de l'aviation civile qui est dans les avions, et chaque voyageur aussi, est exposé à ce rayonnement. Et le personnel navigant de l'aviation civile est exposé pendant toute l'année. Et la dose moyenne de rayonnement ionisant que reçoit un membre d'un équipage est supérieure à la dose moyenne annuelle d'un travailleur du nucléaire. À ce titre-là, ces personnes doivent être surveillées. Ils ont dans leur dossier médical les routes qu'ils ont faites et les doses qu'ils ont reçues. Et nous soutenons cette évaluation qui est faite par l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et qui sera faite par son successeur qui est en cours de définition. Nous soutenons cela par nos observations et par des modèles. Donc, assez tardivement, je suis arrivé au résultat surprenant qu'un travail scientifique qui a toujours comme motivation principale la physique fondamentale peut avoir des applications et nous sommes en mesure de donner suite à cela parce que nous avons fait et parce que nous faisons de la physique fondamentale. Merci. Donc, un éclairage peut-être inattendu, effectivement, de ce type de recherche. Je vais donc passer la parole à Théophile qui va peut-être aussi nous donner un éclairage sur la démarche entrepreneuriale et donc de l'intérêt aussi de travailler à plusieurs avec des compétences variées pour justement l'objet que vous avez choisi sur lequel vous avez choisi de travailler. Oui, donc peut-être rappeler que j'ai monté Horus Energy avec deux associés, Alexandre et Fanny. Alexandre qui est ingénieur comme moi de la même formation, donc on se connaissait depuis longtemps, et Fanny qu'on avait rencontrée à HEC. Et donc là, à la fois une pluridisciplinarité de compétences, puisque Fanny a une formation commerciale, mais aussi une pluridisciplinarité de comportement et d'affinité, et se rendre compte, donc à la fois Philippe qui est donc directeur commercial et de formation ingénieur, et Alexandre, on a tous les deux la même formation d'ingénieur, et lui est directeur commercial de Horus Energy, quand moi je suis directeur technique. Et donc voilà, la formation d'ingénieur qui ne limite pas forcément à des métiers techniques et qui est extrêmement utile justement pour la compréhension de ces problématiques, donc là dans l'énergie, qui ne sont pas forcément très simples. Et on se rend compte, même dans les décisions prises par différents pays, que quand ça manque d'ingénieurs et de personnes avec un regard peut-être plus rationnel sur les choses, on fait des mauvais choix et ça peut être très impactant. Je ne sais pas si sur quoi tu voulais que je développe plus peut-être. Oui, vous pouvez aussi peut-être revenir sur le sujet sur lequel vous travaillez, peut-être pour donner des exemples. Et pour le sujet et pour voir un petit peu l'impact que ça a, donc les sujets énergétiques, il y a beaucoup de décisions étatiques là-dedans. Et pour revenir sur le problème fondamental, donc là aujourd'hui tout le monde est au courant, on veut réaliser une transition énergétique qui passe par deux choses. La première, ça va être d'électrifier nos usages. On parle souvent de voitures électriques. Donc effectivement, voilà, avant votre voiture, vous rouliez à l'essence et aujourd'hui vous roulez peut-être à l'électricité. Et la deuxième chose, c'est de décarboner la production électrique. Parce que l'électricité, ce n'est pas vert en soi. Ça dépend de comment est-ce qu'on la produit. Donc, on peut la produire avec de l'énergie nucléaire, on peut la produire avec de l'énergie hydraulique, avec de l'énergie solaire, mais aussi avec du charbon. Et donc, par exemple, prenons l'exemple de nos amis allemands, peut-être, qui ont une production électrique très différente de la nôtre. Donc, eux ont fait le choix de miser beaucoup sur le solaire. Et ça va vraiment être lié avec le problème qu'on essaie de résoudre. Donc, en Allemagne, on a beaucoup de panneaux solaires.
Et le problème, c'est que le solaire, ça produit que quand il y a du soleil. Ça peut paraître anodin comme ça, mais donc entre 13h et 16h, peut-être, vous produisez beaucoup. Mais le matin à 8h, quand il n'y a pas de soleil, vous produisez rien. Et le soir, entre 18h et 20h, vous produisez rien. Donc en Allemagne, sans forcément jeter la pierre, mais à 8h et à 18h, vous n'avez pas de production nucléaire parce que les Allemands ont décidé par des choix politiques d'abandonner le nucléaire. Et donc, vous êtes au charbon pour produire votre électricité. Donc, si vous roulez électrique en Allemagne, en fait, vous roulez au charbon, ce qui ne change pas grand-chose dans la mesure où vous chargez votre voiture peut-être à 8h et à 18h le soir. Et donc, l'Allemagne aussi bénéficierait de cette flexibilité électrique-là. Donc, à la place de charger bêtement sa voiture entre 8h et 10h et entre 18h et 20h, pourquoi pas la charger entre 15 à 15h si c'est possible, quand il y a du soleil. Et ben nous, c'est la même chose qu'on fait sur les bâtiments en France, les bâtiments qui représentent une consommation énorme d'énergie et d'électricité et qui ont en France beaucoup de production électrique. Donc, on a des pompes à chaleur qui sont alimentées par de l'électricité. Mais en France, on a le même problème. Si vous consommez votre pompe à chaleur à 8h ou à 18h, en fait, vous consommez potentiellement de l'électricité qui a été produite avec du gaz parce que la consommation est très haute et le parc nucléaire ne permet pas d'assumer cette consommation-là à 8 heures. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décale pendant la nuit et pendant la journée quand il y a de la production solaire. Et donc, on évite l'allumage de ces centrales-là. Et donc, c'est ultra nécessaire pour pouvoir électrifier les usages. On ne peut pas rajouter de la charge sur le réseau électrique et monter la consommation indéfiniment à 8 heures et à 18 heures parce que ça veut juste dire utiliser des centrales à gaz et des centrales à charbon pour produire cette électricité. Donc voilà, nous, notre mission qui est de permettre la transition énergétique par ça. Voilà. Très bien. Je vais revenir à Philippe et sur quelque chose qui m'a frappé quand on a échangé avant la table ronde, mais aussi j'ai été un peu regarder évidemment le site web de la société. C'est le côté international. Ce serait peut-être intéressant effectivement de revenir aussi sur cet aspect-là. Comment vous travaillez avec des personnes qui sont de différentes nationalités implantées dans différents endroits, peut-être un regard différent de certaines personnes. Je ne sais plus d'où vient la scientifique qui a été à l'origine. Elle est tunisienne. Voilà, je vous laisse commenter un peu cet aspect-là. Vous voyez, aujourd'hui, en venant, j'étais sur le WhatsApp de la start-up, de l'équipe, et il se fait, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont musulmans, qui viennent de pays... la Tunisie, l'Algérie, le Liban, et du coup aujourd'hui c'est l'Aïd, donc c'est une grande fête musulmane. Donc voilà, c'est une illustration qu'il y a à la fois les nationalités et les cultures. Mais et c'est très bien qu'il y ait cette diversité. En fait, quand vous travaillez sur un projet scientifique basé sur la technologie, vous avez besoin, si vous êtes sur une innovation assez importante, vous êtes obligé d'avoir les compétences extrêmement précises dont vous avez besoin. Voilà. Nous, typiquement, une des compétences qu'on avait besoin d'avoir dans l'équipe, c'est on avait besoin d'un expert de la cellulose. Bon, mais quand vous regardez, vous êtes sur un profil absolument particulier, et pour le trouver, vous regardez qui sur la planète, dans le monde, a publié des travaux suffisamment avancés sur la cellulose. Et vous allez chercher parmi ces gens-là. Voilà, on ne peut pas se permettre de prendre un jeune ingénieur qui sort d'école et qui découvrirait la cellulose avec nous. On avait besoin d'un haut niveau d'expertise. Et en fait, quand vous cherchez dans des domaines très précis des compétences très pointues, vous avez toutes les chances de ne pas trouver autour de vous. Et il faut aller trouver ce talent là où il est. Nous, par exemple, sur ce sujet-là, on a recruté un Brésilien, Cleverton Piri, qui avait déjà publié 7 brevets sur la cellulose. Et on l'a contacté à distance, il était au Brésil. Et en fait, à la fois le sujet qu'on proposait et l'objet, c'est-à-dire la mission de l'entreprise. Pourquoi travailler la cellulose ? Pour trouver une application de teinture textile propre. En fait, non seulement le sujet scientifique l'intéressait, et c'est quand même le cœur, c'est le premier élément, mais le but, si vous voulez, l'objet, pourquoi travailler là-dessus, avec cet impact, ça l'a conquis, et il a embrassé, si vous voulez, la mission de l'entreprise. Et il est venu exprès du Brésil à Paris pour venir travailler avec nous. Donc là c'est une question de comment vous alliez à la fois la compétence scientifique et l'intérêt du but, de la mission pour laquelle vous allez travailler. Et ça, c'est un point important. Il faut être scientifique parce qu'on a besoin de compétences
Mais la science, c'est aussi une conscience, c'est-à-dire à quoi vous voulez utiliser votre savoir, pour quel but. Vous parliez tout à l'heure d'application, c'est que pour changer la vie des gens, voilà, on peut être scientifique et changer de plus ou moins loin la vie des gens, mais à tout le moins, on essaye de faire de la science pour un bien. Donc là, on tombe sur un autre sujet qui est la morale derrière ça, la conscience, et c'est tout un sujet. Moi, ça, c'est un message que je voudrais faire passer. Faire de la science, c'est hyper important. Se former scientifiquement, c'est très important. Mais de nos jours, et on le voit à travers l'IA et à travers tout un tas de sujets, la question de l'humanité à côté, hein, de la question de la conscience qu'on va avoir dans l'exercice de ces talents scientifiques, au profit de quoi, pourquoi, pour quel bien, ça c'est un sujet qui est très important et je crois que dans toutes les études scientifiques, c'est aussi un volet qu'on développe parce qu'il faut, au-delà d'avoir des ingénieurs et des chercheurs, il faut avoir des gens qui savent discerner ce qui est bien, ce qui est un autre sujet, ce n'est pas le sujet de la science, mais c'est quand même très relié. Oui, c'est tout à fait juste. Et on voit d'ailleurs que, parce qu'en fait, il se trouve que je travaille dans une école d'ingénieurs où on a un laboratoire de recherche et on voit que dans les exigences maintenant liées à la recherche, il y a effectivement ces questions d'intégrité scientifique, c'est-à-dire de ne pas raconter, de ne pas biaiser, on va dire, les résultats de la recherche, d'avoir effectivement cette éthique de la recherche qui est importante et qu'on essaie de transmettre. Sur la question aussi du sens, c'est un point sur lequel nous sommes particulièrement investis dans l'association Femmes Ingénieurs, mais il y a également d'autres associations qui travaillent sur ces sujets-là en témoignant auprès des jeunes hein, dans les établissements scolaires. C'est au-delà de dire c'est bien de faire des maths, de la physique, des SVT, sciences de la vie, de la Terre, etc. À quoi ça sert? Quelles sont les applications concrètes? Ça, c'est effectivement très, très important. Alors, je vais revenir à Karl Ludwig sur effectivement son domaine, peut-être des perspectives sur ce sujet-là, puisque vous disiez que vous étiez donc émérite, mais les jeunes générations qui arrivent effectivement dans le laboratoire que vous connaissez bien, comment ça se passe sur est-ce qu'il y a des nouveaux sujets sur lesquels travaille? L'astrophysique est évidemment un domaine assez vaste et il y a des domaines qui se terminent, il y a des domaines qui s'ouvrent dans ce cadre-là. Et ça dépend des pays, ça dépend des instituts. Il y a certainement une fascination qu'exerce l'astrophysique pour des étudiants. Il y a actuellement à peu près 150 à 200 étudiants qui cherchent un travail en France dans ce domaine-là, qui sont souvent en postdoc à l'étranger. Il n'y a pas énormément de possibilités en recherche pure, en astrophysique. Il y avait dans les dernières années à peu près 15 postes par an, tous employeurs confondus, qui sont le CNRS, les universités et les observatoires. Et donc les docteurs, ils ont tous une thèse, ils postulent quelques années de suite en ayant un emploi temporaire, un contrat postdoctoral qui est un contrat de chercheur CDD à l'étranger. Donc, l'intérêt des nouvelles générations est tout à fait là. Il y a des sujets qui sont un peu plus à la mode que d'autres. Actuellement, un sujet qui intéresse beaucoup de gens, c'est la recherche des planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes autour d'autres étoiles dont on a trouvé depuis 1995 à peu près 4 ou 5 000. Et évidemment, en soi, l'existence des planètes autour d'autres étoiles n'est pas une surprise. On le savait. Giordano Bruno prétendait cela. Il a été brûlé en 1600 parce qu'il professait des idées hérétiques selon l'Église de l'époque. Mais on savait depuis qu'il y avait des planètes, il devait y avoir des planètes autour d'autres étoiles. Maintenant, on les trouve et on peut
les utiliser pour étudier en quoi notre système planétaire est particulier ou en quoi et quelle allure ont les autres systèmes là. Ça nous apprend énormément de choses sur notre système planétaire. Évidemment, la recherche de vie ailleurs est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Je trouve toujours que la recherche des mécanismes physiques est extrêmement importante, même s'il ne s'agit pas de trouver des semblables à nous ailleurs dans l'univers. Mais donc, on n'a pas de problème à motiver des jeunes étudiants pour faire des études, pour faire une thèse en astrophysique. Et je pense qu'il n'y a pas lieu à dissuader quelqu'un qui veuille faire cela. Ce qui est important quand on s'engage dans ces études-là, c'est de garder les yeux ouverts vers d'autres sorties. Ça peut être un ingénieur de recherche, ça peut être enseignant, ça peut être des applications industrielles, des phénomènes physiques qu'on apprend. Il ne faut pas se focaliser sur la recherche astrophysique en tant que seule perspective d'avenir. Je crois que ça, c'est vraiment une chose importante. Une fois qu'on a réalisé cela, je ne dissuaderai personne de faire des études d'astrophysique parce que c'est un sujet fascinant et à mon avis, la recherche fondamentale est un sujet important pour la société parce que c'est là qu'on peut exercer l'intelligence humaine sans une contrainte de survie immédiate, sans une contrainte commerciale, avec une liberté d'échange de données qui malheureusement n'est pas possible ailleurs. Donc, je pense que cette atmosphère aussi internationale que vous citiez, qui est importante pour vous dans l'application, dans l'industrie, elle est de la même façon essentielle pour nous en astrophysique, parce que c'est en échangeant ces idées, en se frottant aux autres, qu'on peut espérer à comprendre quelque chose. Et ce n'est jamais le scientifique individuel qui résout un problème, mais ça, c'est la science en tant qu'institution avec la contribution contradictoire des différents scientifiques qui se plument comme chaque ensemble de personnes qui a des opinions différentes, qui arrivera finalement à une vue scientifique de ce qui nous entoure et qui est la base des décisions politiques qu'on pourra prendre. Merci. Je vais revenir à Théophile donc, sur sa jeune société. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les perspectives de développement? Vous avez parlé de 3 personnes, 3 associés. Est-ce que, voilà, dans les années qui viennent, sachant que c'est toujours un peu difficile de prédire complètement l'avenir, est-ce que vous pouvez nous en donner? Oui, donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une dizaine chez Horus Energy. Et les perspectives, c'est nous, on a un enjeu commercial, il faut qu'on vende notre solution. Et donc, on est toujours en train de rechercher la meilleure solution pour nos clients pour qu'ils adoptent cette solution-là. Donc, la mission finale, c'est justement de fermer les centrales à gaz. Mais pour ça, il faut que la proposition commerciale soit intéressante pour que ces solutions-là soient adoptées. Et donc, typiquement, pour un client comme Ikea, la priorité, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur le confort des occupants. Donc, encore une fois, nous, on joue sur le chauffage, qui est une part énorme de la consommation électrique en France. On vient décaler ce chauffage. Et ben, il ne faut pas qu'à 9 h du matin, il fasse super froid chez Ikea et que les clients se plaignent. Et donc, nous, c'est ça notre enjeu là, c'est de faire comprendre aux clients qu'il n'y a pas de risque. C'est un petit peu bizarre pour eux parce qu'on leur vend une solution et on les paye. Donc, nous, on essaie de convaincre nos clients de nous laisser les payer pour qu'ils participent à la transition énergétique. Et donc, ils ont très souvent l'impression de se dire « Ah, est-ce que c'est un piège ?» et donc, voilà, nous, c'est l'enjeu, c'est de trouver le plus de bâtiments. Donc, j'en profite, si vous connaissez autour de vous des gestionnaires de parcs de bâtiments, ça peut être des gestionnaires techniques ou des propriétaires. Voilà, je connais la solution, c'est très intéressant. Et encore une fois, j'insiste, c'est la chose la plus importante pour la transition énergétique aujourd'hui. C'est pas que moi qui le dis, c'est plein de rapports qui le disent, c'est cette capacité. Ça sert à rien de déployer du solaire si on peut pas le consommer. En France, encore aujourd'hui, on déploie du solaire et on peut plus le consommer. C'est-à-dire qu'en fait, en été à 14 h, on va jeter de la production solaire, ou plutôt on va payer des gens pour qu'ils consomment, parce qu'en fait, il n'y a personne pour le consommer. Et à 8 h du matin et à 18 h, on est encore avec des centrales à gaz. Et du coup, cet enjeu, c'est vraiment d'être capable de maîtriser quand on consomme notre électricité, et c'est ça qu'on fait. Et la part des bâtiments là-dedans est énorme.
donc des grands centres commerciaux, des bâtiments de bureaux. Et donc voilà, nous, notre perspective, c'est de continuer à déployer commercialement dans le plus de bâtiments en France pour atteindre notre objectif final. Merci. On approche doucement de la fin. Si quelqu'un a une question ou deux, je ne sais pas si j'approche avec mon micro. Si quelqu'un veut poser une question? Non? Personne n'a de questions sur le sujet? Oui? Moi, j'aurais une question pour vous, Philippe. Je trouve passionnant l'histoire de la femme qui a fondé la start-up. J'aimerais savoir ce qui a fait que vous avez choisi de rentrer dans cette start-up, justement. Alors, comme je disais, moi, j'ai fait des études j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai utilisé ça pour mon premier job où j'ai choisi je voulais faire de la production. Je voulais être dans une usine. J'ai pas trouvé à ce moment-là et je suis rentré dans un cabinet de conseil qui était dont la spécialité était le management de la production. Donc j'ai quand même fait travailler là-dedans, qui est c'est pas de la science de l'ingénieur. Enfin, c'est plus des notions d'organisation, de rationalisation. Donc il y a évidemment tout un tas de savoirs qui sont liés à la formation de l'ingénieur. C'est pas de la science au sens R&D, mais c'était voilà, des sciences de l'ingénieur appliquées à la production. Et puis les circonstances professionnelles ont fait que j'ai rejoint un de mes clients qui s'appelait Petit Bateau à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler pour l'industrie textile. Voilà. Et là, voilà, un job d'ingénieur plutôt dans la notion de transformation des entreprises. Hein. C'est changer les organisations, concevoir des process, des procédés différents. Voilà, un autre type de job que l'on peut avoir quand on est ingénieur. Et voilà. Et petit à petit, j'ai enchaîné les expériences dans ce monde de la mode, mais qui est aussi une industrie, hein, qui est l'industrie textile. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Voilà. Ma dernière expérience, j'ai travaillé à La Redoute, où on a travaillé à sauver l'entreprise en transformant. Là, ce n'était plus des questions de transformer le moteur commercial, c'est-à-dire la manière de vendre, puisqu'avant, l'entreprise vendait par des catalogues. Et là, il y a plein de sciences derrière, hein, la statistique. Et on est passé au digital. Et là aussi, il y a beaucoup d'éléments techno aussi qu'il faut savoir maîtriser. Donc tout ça, c'est des jobs, des secteurs où les ingénieurs ou les scientifiques peuvent avoir largement leur part. Et puis j'avais eu l'occasion, comme j'étais un peu dit un expert du textile, on m'a contacté pour donner un avis sur Everdye. J'étais pas encore dans Everdye, mais Everdye cherchait de l'argent à lever des fonds et on m'a interrogé pour savoir si c'était un truc qui valait le coup. J'ai regardé, j'ai pris évidemment des informations et j'ai trouvé ça super. Avec beaucoup de potentiel, et parce que je connaissais bien la problématique. Il faut savoir que chez Petit Bateau, par exemple, ils possèdent leurs usines, ils possèdent leurs ateliers de teinture. Donc, la question de la pollution des eaux, quand vous le faites en France, c'est extrêmement sensible. Donc, j'étais bien sensibilisé au sujet. Donc, j'ai donné mon avis et il se trouve que non seulement j'ai dit oui, il faut investir, je l'ai moi-même fait, voilà, modestement. Mais du coup, j'avais un œil sur cette entreprise et j'ai compris comment elle se développait petit à petit, jusqu'au moment où il y a eu des circonstances dans l'entreprise, chez Everdye, qui fait qu'ils ont cherché un patron pour les aider à passer un cap. Et c'est comme ça que ben voilà, j'avais mis le doigt et puis le bras, et puis maintenant j'y suis complètement. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est aussi le hasard, hein, qui fait ça. Mais ça, c'est comment et le pourquoi, au fond. C'est que quand vous avez travaillé pendant toute votre vie quasiment dans une industrie dont vous savez que son impact n'est pas terrible, hein, le textile, la mode, regardez dans la littérature, elle est extrêmement décriée. On dit que c'est la 3e industrie la plus polluante sur la planète, carbone, etc. Et quand vous avez travaillé dans une industrie qui a ce boulet, quand vous avez l'opportunité de passer du côté de la solution, c'est extrêmement attirant. Et moi qui suis un peu plus âgé que... voilà, je suis en vue de la fin de ma carrière, si vous voulez. Donc, je trouvais ça très, très bien de boucler en essayant de trouver la solution pour une industrie dans laquelle j'ai travaillé toute ma vie. Voilà. Et puis en plus, ça me permettait de revenir dans un domaine de sciences, chimie, qui est aussi un retour aux sources de ma formation. Voilà. Est-ce qu'une autre personne voudrait poser une dernière question? Non? Bon. Alors, je vais peut-être donc amorcer la conclusion. Peut-être si vous aviez un mot, une phrase à adresser notamment aux plus jeunes.
Moi, j'ai une phrase, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en fait, je me suis rendu compte que celui qui a dit ça, il a été meudonné, c'est Rabelais, qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, donc moi, c'est mon message, il faut de la science, parce que si on ne comprend pas le monde qui nous entoure, on ne va pas savoir comment agir, comment se situer par rapport à la nature, par rapport aux phénomènes qui nous entourent. Donc la science, c'est important, mais au profit de quoi? Et la conscience est nécessaire pour équilibrer les savoirs. Et voilà, donc je rends hommage à Rabelais, qui était lui-même un médecin d'ailleurs. Donc voilà. Merci. Karl Ludwig? Oui, je crois que je voudrais revenir sur le titre de notre réunion ici et redire qu'on n'est pas en tant qu'individu des garants d'une amélioration de la vie sur notre planète, mais je suis certainement d'accord que la science avec conscience l'est. Et à titre des héros, je voulais vous citer un exemple de l'écrivain allemand Bertolt Brecht qui a écrit une pièce magnifique qui est La vie de Galilée. Après l'abjuration de Galilée, son élève Andreas Sarti lui fait de grosses reproches et lui dit que toi, tu aurais pu être un exemple de scientifique héroïque. Et il termine en disant « Malheureux le pays qui n'a pas de héros ». Moyennant quoi, Galilée répond « Malheureux le pays qui en a besoin ». Et je crois que c'est une leçon assez importante pour dire individuellement, on ne l'est certainement pas en général, mais ce qu'on représente, l'approche raisonnée à la nature est une chose essentielle. Merci. Et Théophile? Oui, peut-être revenir là-dessus et sur l'importance, en fait, dans tous les métiers, et pas seulement pour ceux qui continuent à faire de la technique, d'avoir peut-être une formation ou un esprit ingénieur. Donc là, on le voit aujourd'hui dans toutes les décisions politiques qu'on prend. Donc pour revenir sur le sujet un peu actuel de la transition énergétique, de peut-être réduire la pollution, d'avoir une approche très raisonnée et très cartésienne parfois de la science et des choix à faire. Et en l'occurrence, ici, dans l'énergie, même dans des carrières politiques, c'est extrêmement important de juste se poser sur les faits et pas seulement sur ce qu'on dit, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ça, voilà, c'est très souvent des formations ingénieurs qui permettent d'avoir ces raisonnements-là. Très bien. Et moi, je vais aussi apporter une petite conclusion, puisque vous avez vu que dans l'intitulé, il y a les héros. Je voulais aussi signaler qu'il y avait des héroïnes. Et donc, effectivement, c'est tous ensemble qu'on peut donc améliorer les choses et faire en sorte que notre futur soit agréable et vivable. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, si vous voulez échanger avec nos panélistes un peu plus tard, je pense qu'ils ont peut-être quelques minutes pour cela. Merci à tous et à toutes.